Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Comme Aretha Franklin en son temps, elle appelle au respect, titre de son nouvel essai. Des réseaux sociaux à l'hémicycle, nous avons perdu le sens du rapport à l'autre, de la discussion. Plaidoyer de la politiste Agathe Caget pour une éthique de la considération dès 12h55. Mais d'abord, je dois dessiner encore, dit-elle. Dessiner encore, c'est le titre de son récit graphique qui vient de paraître aux arènes. La dessinatrice Coco, rescapée de l'attentat de Charlie Hebdo, y raconte la perte de l'insouciance, son combat pour étrangler les cauchemars, la culpabilité et tous ces et si qui la submergent. Celle qui prend la suite de Willem au journal Libération et qui devient ainsi aussi la première femme caricaturiste attitrée d'un quotidien national est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Bonjour Coco. Bonjour Olivia. Je veux dessiner encore, je dois dessiner encore. Pourquoi ? Pour vivre, parce que c'est une passion, parce que c'est quelque chose qui m'anime depuis petite, que j'aime, et parce que dessiner à Charlie, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je sais le privilège que j'ai d'être dans cette équipe et de pouvoir m'exprimer comme je peux le faire dans cette rédaction. Cette passion, elle est née quand ? Elle est née comment ? Elle est née depuis petite. Hein. J'ai un souvenir quand même au CP, quand la maîtresse vous demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Il y en a qui disent pompier, vétérinaire. Et moi, j'ai déjà dit dessinatrice à ce moment-là. Et je me suis vraiment rendu compte du potentiel humoristique, comme pas mal de mes confrères, à l'école, au collège, au lycée, quand on caricature un prof et ça fait marrer tout le monde. Et ça c'est des bons souvenirs, quoi. Ça vous construit, puis ça vous fait comprendre que le dessin, ça a une portée, ça peut aller plus loin. Et quand est-ce que vous avez su que vous étiez bonne en dessin, que vous étiez faite pour dessiner ? C'est passé par le regard des autres, ou il y a un moment où vous avez été contente de vos dessins ? Moi, je suis jamais trop contente de ce que je fais. Hein. C'est comme ça, mais j'apprends à aimer certains dessins. En fait, ça passe beaucoup par le regard de l'autre, les réactions, parfois qui sont des réactions. On voit qu'on dérange, on voit qu'on fait rire, on voit ce que ça suscite chez l'autre, et vous avez envie de continuer, vous avez envie d'en voir plus, vous avez envie de partager ça, et puis de montrer un peu qui vous êtes. C'est-à-dire de trouver son style ? Trouver son style, oui. Moi, j'ai pu... Quand je suis arrivée à Charlie, par exemple, j'avais jamais fait de dessin de presse de ma vie. C'était quelque chose d'absolument nouveau. Quand je suis arrivée dans cette rédaction, c'était pour un stage en novembre 2007. Et j'ai pu voir des tempéraments qui se parlaient, qui discutaient, qui parfois se foutaient un peu dessus. Et puis en même temps, des dessinateurs incroyables qui chacun avait leur univers, tant vers la couleur, tant dans le noir et blanc, comme Cabu ou comme Honoré, ou des humours et des tempéraments différents, quoi. Parfois plus politiques, comme Rhys, très drôle, comme Charbre, très cynique aussi. Et voilà, ça vous construit. Il y a une exposition qui vient d'avoir lieu à l'Hôtel de Ville de Paris, qui est visible toujours virtuellement, Le Rire de Cabu. Oui, magnifique. Oui, quand on rentre dans cette exposition, on voit... La première chose qu'on voit, c'est le bureau de Cabu en bordel, avec tous ces dessins, tous ces livres qui traînent. On n'entre que dans un univers. Et cette expo, oui, j'ai eu la chance de la voir avant que les musées ferment. Magnifique travail de Véronique Cabu et de Jean-François Pitet, le biographe de Cabu. Et voilà, on découvre son travail qui va de Dorothée à ses premiers dessins à Châlons-en-Champagne. Et puis son travail pour le Canard, son amour pour le jazz. C'est magnifique, quoi. Le Rire, est-ce que vous diriez que c'était une marque de fabrique des dessins de Cabu ? Est-ce qu'il avait le trait rieur ? Oui. En tout cas, il était très rieur. Il riait beaucoup. C'est vrai que Rhys dit ça dans son livre très justement, et Luz aussi le souligne. Il savait où appuyer
pour faire rire Cabu dans l'actualité, ou par exemple quand il allumait la radio à midi, qu'il écoutait les auditeurs ont la parole, ça le faisait mourir de rire. Voilà, ces gens qui étaient là, qui râlaient, il aimait bien cette simplicité, quoi. Il riait beaucoup, c'était un grand rieur, avec un rire éclatant d'ailleurs. Qu'on retrouve du coup sur ses dessins. Oui. Il dessinait les gens comment, en fait? Il cherchait à les rendre beaux pour vous, ou surtout le plus juste possible? C'était une quête d'esthétique ou une quête de vérité dans son trait? Je pense qu'il les dessinait, il a ce talent que peu de dessinateurs ont, c'est de pouvoir synthétiser un visage et une expression en un minimum de traits et de manière très juste. Moi, je trouve que Cabu, c'est vraiment l'essence même de la caricature, parce que justement, il y a ça va droit au but. Voilà, c'est le génie du trait qui se fait, quoi. Ça passe beaucoup par le regard, et moi, c'est des conseils qu'il a pu me donner. Quand on saisit le regard d'une personne, déjà on a fait 50% du boulot, et puis il avait aussi ce génie de pouvoir dessiner dans sa poche. Ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire que quand on voit ce qui est devant nous et qu'on doit en rendre compte et l'interpréter sur une feuille, et en plus quand c'est dans la poche, on recrée comme une image mentale de ce qu'on voit, et lui, il avait cette capacité de faire ça et de retraduire, même sans voir, quoi. Il y a dans le livre qu'on a fait du procès, je ne sais pas si je suis très claire, mais je parle comme ça, hein. Dans le livre qu'on a fait sur le procès, il y a Yannick Enel et Bouc qui est au dessin, et François Bouc a ce génie aussi de pouvoir retranscrire en dessin une image qu'il ne vit pas réellement. C'est-à-dire qu'à certains moments, il a pu faire un dessin de toute la salle du procès en se plaçant derrière le président alors qu'il n'y est pas. C'est quelque chose de très fort de fait. Quand on arrive à faire ça, on est un grand dessinateur. Alors Cabu, on l'entend, pour vous, Coco, c'est le père en dessin, celui qui a reconfirmé aussi cette profession de foi que vous étiez faite, vous, face à votre crayon ou à votre stylo. Est-ce que dans ce récit graphique, dans cette bande dessinée qui paraît aux arènes, dessinée encore, la moitié du boulot, vous avez essayé de la faire, cette moitié, comme vous l'évoquiez, en saisissant votre regard, parce que c'est vous le personnage central, la protagoniste de ce récit. Est-ce que vous avez essayé et réussi à capter, à saisir votre propre regard ? J'ai essayé d'être sincère sur ce que j'avais vécu, traversé. J'ai essayé de trouver aussi des métaphores qui me permettaient de mettre certaines choses à distance. Je crois que j'y ai mis beaucoup de moi-même, moi en tant qu'individu et moi en tant que dessinatrice. Le récit graphique, c'est pas vraiment mon métier, puisque moi je fais du dessin de presse. Mais disons qu'avec les codes du dessin de presse et la caricature, j'ai pu quand même aussi retranscrire ce qu'avait été cette réunion de rédaction le 7 janvier, ou ces moments d'après, de partage d'avant d'ailleurs, avec Cabu, où il m'apprend à dessiner, ou même ces reportages avec Civitas. Donc est-ce que je réponds bien à votre question ? Je crois qu'on met de soi quand on fait ce livre-là. C'était même peut-être au cœur du projet, réussir à se regarder dans les yeux, à se regarder en face, oui. Soi-même. Se regarder en face soi-même, et regarder en face aussi la tragédie du 7 et les souvenirs et tout ça mélangé. Qui était peut-être justement tout entière contenue dans ce regard. Ça a mis du temps avant de réussir à faire ce livre, cette bande dessinée, pas simplement parce que vous n'êtes pas une habituée du récit graphique, comme vous le dites, et plutôt une caricaturiste de presse, une dessinatrice de presse. Ça a mis 6 ans entre la date en tout cas de parution aujourd'hui et les attentats de 2015, qui sont le nerf de la guerre, de cette guerre que vous dessinez là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il n'y avait pas l'envie d'y aller, il y avait trop de doutes.
Il n'y avait pas le besoin? Oui, premièrement, j'en étais incapable et pendant 2 à 3 ans après l'attentat, j'en étais tout bonnement incapable et je n'en avais pas du tout envie. C'était quelque chose de trop dur de traverser cet après-7 et puis j'étais focalisée sur la reconstruction du journal. Je dessinais corps et âme pour le journal et il le fallait. On n'était pas nombreux. On s'est tous retroussé les manches, comme on dit, et il fallait passer cette période pour être un peu plus fort dans l'équipe. Et ensuite, il y a eu un moment où il fallait poursuivre ce processus avec le psy, c'est-à-dire prendre un peu de distance avec le set qui est quelque chose qui vous submerge. Et enfin, dernière étape, quand on apprend que le procès va avoir lieu, je me suis dit qu'il fallait que à ce moment-là, que je le fasse et que je prenne part à cette histoire collective que d'autres avaient racontée dans d'autres livres, que ce soit Philippe Lançon avec Le Lambeau, ou Catherine avec La Légèreté, ou Rhys pour 1 minute 49, et puis évidemment Luz dans son magnifique Indélébile, et puis Catharsis. Je veux dessiner encore, je dois dessiner encore. On voit que dans ce dessin aussi, vous y puisez une force nouvelle dans cette vocation devenue conviction, devenue passion, une manière peut-être de dépasser le traumatisme ou de s'y confronter, d'écouter sa douleur. Et l'axe de ce récit, qui est aussi celui de votre culpabilité, c'est ce moment terrible, ces quelques instants où les assaillants, pas encore assassins, vous obligent à composer le code d'accès aux locaux de Charlie Hebdo. Cet instant, c'est à tout jamais transformé pour vous, Coco, en une éternité. Oui, c'est un moment qui a été très long. Pourtant, il a été dans les faits plutôt fulgurant. Je dirais que aujourd'hui, je m'en suis extirpée. Je ne me sens plus aussi coupable que je ne l'ai été pendant plusieurs années, parce que j'ai compris que les Kouachi étaient les seuls responsables, que voilà, des terroristes islamistes entrent dans une rédaction avec la volonté de tuer tous ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est quelque chose de totalitaire. Voilà, ils étaient là pour ça. Je n'aurais rien pu faire contre cette détermination, ces armes. Moi, ce que je peux faire dans la presse, c'est lutter contre cette idéologie, avec mes dessins, sur le terrain des idées, du débat. Voilà, je ne suis plus enfermée dans les SI comme avant, et pourtant, ça reste encore quelque chose de douloureux de penser à ce 7 janvier et à ce moment. Voilà. J'ai essayé de traduire ça dans une séquence du livre qui est très rythmée. J'ai essayé de prendre des dessins qui, au départ, sont lents, et puis petit à petit, tout s'accélère et tout se fracasse, se fragmente. Et là, on est face à la mort. Je ne peux pas le dire autrement. La mort était là devant moi, et j'ai cru que je mourrais là, à ce moment-là. Oui, c'est cette vague permanente qui vous emporte depuis ce jour-là, à cet instant-là, mais depuis ce jour-là aussi, qui ouvre aussi les premières pages de ce récit graphique, cette vague qui va se fracasser contre la jetée. Vous l'avez revécu des centaines de fois, ce moment, vous l'avez raconté encore récemment aussi à la barre du tribunal dans le procès des attentats qui vient de se terminer devant la cour d'assises spéciale de Paris. Quand Coco a commencé à témoigner de ce jour de janvier 2015, dit l'écrivain Yannick Enel, qui était aux côtés de Bouc, lui pour écrire, Bouc pour dessiner, et qui a assisté donc à toutes les audiences du procès, nous sommes entrés dans l'horreur, aux portes de l'enfer. En parler à la barre, à voix haute, mettre en mots cette violence, on imagine aussi l'épreuve que ça a pu et dû constituer pour vous, mais est-ce que cette mise en partage-là était nécessaire ? Est-ce qu'il fallait sortir ce récit de vous ? À la barre, vous voulez dire ? Oui, c'était une nécessité de le faire, et je m'y étais préparée depuis 1 an avant. Il fallait que je
il fallait que je me confronte à... En fait, je le dis de manière un peu bizarre, mais il fallait que je retourne ce 7 janvier. Alors quand je suis arrivée à la barre, c'est comme si j'y étais. Je ne sais pas comment vous dire autrement. Alors c'est vrai que je me suis laissée submerger, mais pour moi, l'important, c'est que peu importe comment j'étais, si je pleurais, si je me débattais, il fallait que je dise ce que j'ai à dire et il fallait que je mette les accusés face à ce que ça avait été ce 7 janvier, les accusés de complicité dans cet acte terroriste. Il fallait que je rende compte de ça et c'était difficile. J'ai voulu montrer le moment où mon corps avait parlé alors qu'il était complètement paralysé. Mon corps m'a dit que j'allais mourir et je voulais montrer ce moment. C'est dur, je sais, mais je crois que il fallait que je le fasse en fait. Et vous l'avez montré, vous l'avez aussi mimé ou reproduit ce moment, en vous mettant à genoux, en racontant ce qui s'est passé aussi et comment vous avez pu réagir. Yannick Enel, à propos de vous et de Zari Siboni, ex-caissière de l'Hypercacher, il parle aussi d'une autre témoin du procès, Sigolène Vincent, qui était à vos côtés. Elle allait de l'enfer, du monde des morts, parce qu'il y avait des cadavres dans les allées de l'Hypercacher, à celui des vivants. Et ce qu'elle nous a transmis, et avec François, c'était notre but d'essayer de retransmettre ce que Zari Siboni nous transmettait. C'était quelque chose qui n'existe presque plus, mais qui est en chacun de nous, je crois, qui est l'indemne. L'indemne, étymologiquement, c'est ce qui est non damné, indemne, ce qui échappe à l'enfer. Et il y a une chose, et je l'ai réappris, là, en écoutant Coco aussi, la dessinatrice de Charlie Hebdo, en écoutant Sigolène Vincent, en écoutant... Sigolène Vincent, qui est aussi une journaliste à Charlie Hebdo. Une journaliste Charlie Hebdo, merveilleuse. C'était la question presque politique, plus forte que l'infamie, plus forte que la barbarie, de l'indemne. C'est-à-dire cette capacité irréductible. Il y a quelque chose en chacun de nous qui échappe à toute emprise. Et venir restituer comme ça très longuement, il y a eu 3 semaines où on a entendu les parties civiles, venir restituer ce qu'on peut appeler tout simplement la part d'humanité, ça, je crois que non seulement ça nous a fait du bien, mais c'est ça la vérité. Voilà, cette part d'indemne que vous avez réussi à sauver en vous, que vous avez aussi transmise là et partagée, mise en partage. C'est assez beau cette manière de le dire et c'est vrai qu'on sent que ça va se nicher là quelque part et qu'il fallait peut-être aller le retrouver. Est-ce qu'il y a aussi, et à contrario de ce que vient de dire Yannick Enel, Coco, peut-être des choses que vous avez encore envie de taire, qui vous semblent impudiques à révéler, à raconter, à dessiner, qui ne figurent pas dans Dessiner encore? Il y a des moments où le dessin vous sauve de ces moments honteux, c'est-à-dire que vous avez les images et vous ne mettez pas de texte, vous avez juste le dessin et c'est libre à l'interprétation. Alors moi je sais qu'il y a des moments où dans l'après j'ai eu honte de certains... Ah, qu'est-ce qui parle bien Yannick Enel? Moi il y a des moments où ça a été difficile de faire comprendre certaines choses. Je l'ai pas mis dans le livre parce que c'était trop dur. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des choses que je pense qu'on ne peut pas saisir. Je l'ai dit à la barre, j'ai eu l'impression que c'était ça, que personne ne pouvait comprendre certains moments. Donc je ne vois pas l'utilité d'en parler. Il y a des choses qui sont dans mes limbes à moi et que je n'ai pas envie de partager, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai eu honte d'avoir eu l'impression de faire un choix entre Charb ou moi devant la porte. J'ai eu honte de le dire dans l'après parce que j'arrivais pas à me rendre compte que c'était un non-choix. J'ai eu honte aussi à cette marche du 11 janvier. Alors là, je le dis dans le livre, j'ai pas vu tout de suite pour l'attentat de l'Hypercacher parce qu'il y avait eu le 7 janvier, il y avait eu le 8 janvier avec Clarissa Jean-Philippe et ça avait été effroyable. Et quand j'ai appris qu'il y avait un attentat le 9 janvier à l'Hypercacher,
c'est comme si je m'étais emmurée en moi-même et que j'avais pas voulu voir la suite, l'issue de cette journée. Donc j'ai découvert pour l'attentat de l'hypercachère le 11 janvier à la Marche. C'est absolument terrible. J'ai pas osé le dire tout de suite. Là, je le dis dans le livre, mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu honte de pouvoir dire ça. Fallait-il republier les caricatures et des voix nombreuses à ce moment-là, politiques, intellectuelles, artistiques, se sont élevées pour condamner ou réprouver en tout cas cette republication jugée comme une provocation. Vous en faites l'inventaire de ces voix en fin de livre. Moi, je les trouve cons. J'ai toujours compris, la provocation, c'est taper sur ceux qui ont le pouvoir. Autant que je sache, ce ne sont pas les salafistes et les crétins de ce monde, c'est les crétins dans le monde musulman qui ont le pouvoir ici. Je sais bien que l'homme est le seul animal qui tombe 2 fois dans le même trou, mais là, répéter et recommencer les mêmes âneries, les mêmes idioties, les mêmes calomnies, la même ignominie, nous paraît plutôt relever d'un syndrome strictement psychiatrique. Si vraiment des personnes se sentent heurtées dans leurs convictions et pensent qu'il y a eu dépassement du droit, nous sommes dans un état de droit, et cet état de droit doit être totalement respecté, elles peuvent saisir les tribunaux. Il y a une émotion, et même plus qu'une émotion dans beaucoup de pays musulmans. Est-ce que c'est pertinent et intelligent dans ce cadre-là, nous parlions juste avant de venir, de mettre un peu d'huile sur le feu? La réponse est non. Que ça soit la liberté d'expression, c'est une chose. Je ne crois pas que dans le contexte actuel, c'était particulièrement opportun. C'est une provocation inutile. Pourquoi faut-il encore provoquer, surtout dans une période aussi sensible? Autant de couteaux, quand vous réentendez ces voix, Coco, vous les jugez en partie responsables ou il y a une colère qui reste? Ah bah oui, bien sûr qu'il y a une colère qui reste parce que nous, à Charlie, on fait que notre travail, on fait que dessiner sur l'actualité, qu'utiliser notre liberté d'expression. Et Charb le dit, je reprends les paroles de Charb, il y a la liberté d'expression, si on ne dit pas ce qu'on a envie de dire au moment où on a envie de le dire, on ne dit plus rien. Il ne faut pas se laisser impressionner par un contexte ou par quoi que ce soit. C'est un droit. Ce droit, c'est celui de dessiner, c'est celui dans une société laïque et pluraliste, de pouvoir respecter les croyances. Et ça va de pair avec la possibilité de critiquer les religions. Et voilà, bien sûr que c'est beaucoup plus facile en fait de s'en prendre à des dessinateurs qu'à un réel problème politique, d'islam politique, et c'est ça qu'on essaie de dénoncer. Pour quelques minutes encore, la dessinatrice Coco est notre invitée à l'occasion de la parution de Dessiner encore, c'est aux arènes. France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert. Je trouve que tout ce qui se passe dans ma tête, je dois le dessiner. Il faut que tu le sortes, quoi. Oui. Comme aller à la toilette, quoi, oui. Voilà, parole de Willem qui s'en va. C'est du bon sens, non? Ah oui, tout à fait. Il faut que ça sorte. C'est pas mieux résumé. Un mot de Willem, justement, qui s'en va et que vous allez vous remplacer à la tête du dessin de presse du quotidien Libération. Willem, c'est une autre histoire du dessin, une autre affaire de transmission aussi pour vous, Coco? Willem, c'est un esprit de synthèse comme il n'y en a pas deux au journal. C'est une espèce de virulence du trait, d'une idée forte, très contrastée, noir et blanc, un cadre, quelque chose d'épuré. C'est un grand maître du dessin. D'ailleurs, je suis en train de penser à la dernière dédicace qu'il m'a fait sur un petit boc à bière. Je lui ai demandé une dédicace et il m'a fait un mec qui me vomit sur le cul. Et voilà, Willem, c'est ça, c'est cette espèce d'humour qui dérange, corrosif et virulent. Et ça fout la trouille de prendre sa suite. Je ne dis pas remplacer parce que quand on est un dessinateur avec cette carrière comme ça, on ne le remplace pas, c'est sûr. Alors j'espère être à la hauteur et faire le taf. Vous avez évoqué ces valeurs que la première génération de dessinateurs de Charlie, Cabu, Cavana, Wolinski vous a transmises, que vous avez ensuite partagées en dessinant avec la seconde génération dont vous faites partie, cet anticléricalisme, cette lutte contre les extrêmes, cet anarchisme, cet besoin de dire en fait. Est-ce que tout ça, est-ce que ces valeurs, elles sont liées pour vous
à Charlie ou est-ce qu'elles sont permanentes? En gros, est-ce que vous allez, par exemple, continuer à vous les appliquer et à essayer de les transmettre à Libération? Ah oui, oui, parce que Charlie... C'est pas attaché à Charlie, c'est Non, attaché à vous oui, maintenant. oui, maintenant c'est attaché à moi, c'est vrai. Charlie, il y a un texte qui est très intéressant de Charlie, c'est la charte de l'éthique de Cavana. Il a fait une charte comme ça où il décline tout ce qui fait Charlie, l'humanisme, la défense des libertés, des droits humains, être contre l'intégrisme, être contre le sexisme, pour l'écologie, pour une écologie active, pour la défense des animaux. Et en fait, c'est vrai que quand on adhère à ces valeurs, on est un esprit Charlie, quoi. Et moi, j'ai cet esprit aujourd'hui parce que j'ai vécu dedans pendant quelques années. Et j'avais déjà des convictions avant, j'étais en accord avec ces idées-là. Donc je vais à Libé comme je suis, avec l'esprit qui me construit et qui m'anime depuis des années. Et puis je ferai ce que j'ai envie de faire à Libé. Willem le faisait, pourquoi pas moi? On n'explique pas le noir et blanc dans ce récit graphique, on le comprend. On n'explique pas l'irruption du rouge aussi, par moment, on l'imagine. Mais peut-être raconter ce grand bleu, cette couleur dominante du livre, ce grand bleu très profond. Qu'est-ce que cette couleur évoque aujourd'hui pour vous? Et on terminera là-dessus. Est-ce que c'est une fuite ou un horizon? C'est plutôt un horizon, je dirais un apaisement. J'ai pas voulu mettre trop de colère dans ce livre. Je garde mes colères et mes indignations pour le journal, pour Charlie, dans mes dessins. Et le bleu, c'est une couleur plutôt froide, douce. Et j'avais envie de me tourner vers l'avenir. C'est un livre avant tout sur la vie, sur comment on s'y accroche, même après des épreuves aussi tragiques et terribles. Et c'est ça que je voulais montrer et montrer mon attachement à ce journal et à ces gens que j'ai eu le privilège de connaître. Merci beaucoup Coco. Merci mille fois. Dessiner encore, ça paraît aux arènes. Merci d'être venu nous en parler. Merci.